Alors, pendant qu'on se perd en débat sur des concepts abstraits, il y a une guerre bien réelle qui a démarré. Une guerre silencieuse, oui, mais brutale, et surtout physique. C'est une guerre pour le contrôle de ce qu'on pourrait appeler les nouveaux aqueducs. Et franchement, si on pense encore que l'IA c'est juste un truc immatériel qui flotte dans le cloud, eh bien on est tombé en plein dans le panneau de la plus grande illusion marketing de notre siècle. La leçon de l'histoire, elle est simple, non? La culture, c'est un luxe. L'infrastructure, c'est la survie. Et aujourd'hui, le monde de la tech est complètement aveuglé par le même problème. On est tous hypnotisés par le logiciel, alors que la vraie bataille, elle se joue au niveau de la prise de courant. On va voir ensemble pourquoi cette demande infinie d'intelligence est sur le point de se fracasser contre une offre bien finie d'énergie, et ce que ça implique pour l'avenir. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre qu'on a été mal éduqués. Pendant 20 ans, la Silicon Valley nous a martelé une seule et unique loi, le coût marginal zéro. C'est-à-dire que développer un logiciel, ça coûte cher, ok. Mais une fois qu'il est fait, on distribue des copies, ça ne coûte quasiment rien. C'est sur cette mécanique d'abondance que des empires comme Google ou Facebook se sont bâtis. Servir un utilisateur ou 1 milliard, la différence de coût était ridicule. Sauf que l'IA vient de briser cette règle d'or. Le Web 2.0, c'était une économie de la photocopieuse. Quand on cherche une recette de crêpes sur Google, le serveur va juste chercher une info qui existe déjà quelque part. C'est de la récupération. Avec l'IA, on change complètement de monde. On ne photocopie plus, on forge. Demander à une IA d'inventer une recette, c'est comme lui demander de forger une nouvelle clé devant nous. Elle calcule, elle active des milliards de paramètres, elle crée du neuf, quelque chose qui n'existait pas une seconde avant. Et la différence en termes d'énergie, elle est colossale. Il faut bien se représenter ça. Une seule requête à une IA peut consommer jusqu'à 30 fois plus d'énergie qu'une simple recherche Google. On ne joue plus du tout dans la même catégorie. On passe d'une économie de distribution quasi gratuite à une économie de production industrielle pour chaque simple désir de l'utilisateur. Le point crucial, il est là. La valeur a changé de camp. Avant, le boulot cognitif, c'était pour nous, les humains. On devait trier l'information brute. Aujourd'hui, on veut une réponse toute faite, une solution déjà mâchée. Et ce travail de réflexion que notre cerveau ne fait plus, eh bien c'est la centrale électrique qui s'en charge. L'intelligence ne sort pas de nulle part. Elle est le produit d'une transformation d'électrons, et ça produit de la chaleur. Et c'est précisément là que le rêve du logiciel, cette fuite en avant, se heurte de plein fouet à l'inertie du monde physique. C'est simple, le code va beaucoup plus vite que le béton. 1 gigawatt, voilà. C'est la consommation d'un seul nouveau campus de data centers pour l'IA, comme ceux prévus par Microsoft ou OpenAI. 1 gigawatt, pour se faire une idée, c'est la puissance de sortie d'un réacteur nucléaire entier, pour un seul bâtiment. On ne branche pas l'équivalent d'une ville sur une multiprise. On assiste à un véritable choc des vitesses. D'un côté, on a une demande technologique qui explose, une croissance exponentielle folle. De l'autre, une infrastructure électrique qui avance à une vitesse quasi géologique. Les puces doublent de puissance tous les 18 mois, mais il faut jusqu'à 10 ans pour tirer une nouvelle ligne à haute tension. 4 ans d'attente pour un transformateur géant. Et on le sait, quand une courbe qui monte en flèche percute un mur bien plat, ça finit toujours mal. Cette citation, elle résume absolument tout. Le vrai goulot d'étranglement, ce n'est plus de couler la dalle de béton. C'est juste d'obtenir le droit de brancher le câble. En Virginie, qui est un peu le carrefour mondial d'Internet, les délais pour se raccorder au réseau sont passés de quelques mois à parfois 7 ans. Le tuyau est plein. C'est la question fondamentale à laquelle on fait face. Et si on pense que cette pénurie va se calmer, c'est qu'on n'a pas encore vu ce qui arrive du côté de la demande. La vraie vague n'est pas encore là. Jusqu'ici, on a parlé des chatbots, mais ça, ce n'est que la démo, l'apéritif. Le vrai plat de résistance, ce sont les agents. Et c'est là que la pénurie va se transformer en un gouffre béant. Pour bien comprendre, il faut voir les deux modes. D'un côté, le chatbot, il est transactionnel, on pose une question, il répond, puis il se met en veille. La consommation est ponctuelle. L'agent, lui, c'est complètement différent. C'est un employé qui ne dort jamais. Il surveille, il analyse, il agit en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il tourne en boucle, il réfléchit en permanence, même quand personne ne lui parle. Cette boucle, c'est la clé de tout. C'est la différence entre un script qui plante à la moindre erreur et un jugement capable de s'adapter. Imaginez un agent qui rencontre un problème, un quota dépassé par exemple. Il ne va pas s'arrêter. Il va comprendre, attendre le bon moment et reprendre sa tâche automatiquement. Et ce jugement, il ne dort jamais. Et donc, il consomme de l'énergie en permanence. Et attention, il y a une deuxième vague qui arrive, encore plus radicale. Un monde où les interfaces, les sites web, les applications ne sont plus stockées, mais sont générées en temps réel, pixel par l'IA. Un monde numérique qui n'existe que si un processeur tourne à plein régime. C'est juste une impossibilité thermodynamique de donner une armée d'agents personnels à chaque être humain dans un monde pareil. Et c'est là que le piège se referme. Si la ressource, le calcul, est limitée et que la demande est infinie, alors il n'y a pas le choix. L'accès doit être rationné. C'est la fin de l'égalité devant la machine. On va voir l'émergence de deux classes bien distinctes. D'abord, le niveau 1,
l'intelligence souveraine. C'est pour l'armée, les géants du Fortune 500. Eux, ils auront des contrats en béton avec une capacité réservée qui garantit des performances maximales et une latence minimale. Et puis, il y aura le niveau 2, l'intelligence intermittente. Ça, c'est pour tout le reste. Les PME, les startups, le grand public. Eux, ils auront accès au marché spot, c'est-à-dire à ce qui reste. Leurs agences seront mises en pause, leurs modèles seront dégradés pendant les pics de demande, la fête sera finie. Il ne faut pas croire que c'est de la science-fiction. C'est déjà là. Regardez, les tarifs du cloud en Europe sont déjà 20 à 30% plus chers qu'aux États-Unis pour exactement le même service. La logique est simple, quand une ressource est rare, c'est toujours le client jugé le moins stratégique qui paye le plus cher. Les entreprises non américaines seront servies en dernier. L'équation a l'air insoluble, c'est vrai, mais une porte de sortie existe. Alors, que fait-on? On attend sagement qu'on nous coupe le robinet? Sûrement pas. Il faut changer de stratégie, et vite. Voici 4 règles pour ne pas finir dans la seconde division. 1. On arrête de louer à la petite semaine et on cherche à signer des contrats de capacité garantie. 2. On développe une approche hybride. On utilise des modèles locaux, plus petits, pour les tâches de base. C'est comme avoir son propre groupe électrogène cognitif. 3. On doit comprendre que son vrai avantage concurrentiel, demain, ce ne sera plus le design de son produit, mais la garantie qu'il fonctionnera. Et enfin 4. On diversifie ses fournisseurs pour ne pas être à la merci d'une seule juridiction étrangère. L'idée essentielle à retenir, c'est ça. L'accès au calcul devient la seule chose qui compte vraiment. La valeur, ce n'est plus la qualité de la réponse de l'IA, mais la certitude pure et simple de l'obtenir. C'est la garantie que son cerveau numérique ne sera pas débranché en plein milieu d'une opération critique. Finalement, on se rend compte que 2000 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. On a juste remplacé l'eau par des électrons et les aqueducs par de la fibre optique. Mais la loi du pouvoir, elle, restait la même. Les nouveaux curators Aquarum sont là. Ils ne sont pas romains, ils sont américains. Et ils font exactement la même chose. Ils contrôlent l'infrastructure qui est devenue vitale. Rome n'est pas tombée le jour où ses philosophes se sont trompés. Rome est tombée le jour où elle a perdu le contrôle de ses aqueducs. La seule question qui compte maintenant, c'est celle-ci. Qui va contrôler les tuyaux ?